Le dernier point de cette émission, et qui servira en même temps de conclusion, nos observations sur la dernière tournée du ministre russe des Affaires étrangères en Afrique, Sergueï Lavrov, que j'appelle souvent Abdoulaye Lavrov, comme j'appelle son ami et collègue, homologue favori, eh bien, le ministre Abdoulaye Diop du Mali, je l'appelle souvent Sergueï Diop. Le ministre Lavrov était en Afrique et je voudrais faire mes observations sur les enseignements, les leçons de sa tournée. Première leçon. Je voudrais souligner que quand des officiels russes de ce rang, et il est le plus grand officiel russe à venir maintenant en Afrique, en attendant l'arrivée du président Poutine, quand ils arrivent, j'observe une ferveur populaire spontanée des Africains. Je distingue la ferveur populaire manipulée de la ferveur populaire spontanée. Les Africains qui s'informent sur les réseaux sociaux, qui s'informent dans la presse, qui s'informent dans les débats, qui s'informent, comme on dit souvent, dans les grains, dans les bars, les Africains sont très sensibles à la nature de la relation russo-africaine aujourd'hui. Parce que c'est une relation qui se démarque de la relation afro-occidentale. Par conséquent, sans qu'on ait besoin de leur demander de sortir, d'aller à la rencontre du ministre Lavrov, les Africains tiennent absolument à lui faire savoir que sa présence est appréciée et désirée. En Afrique de l'Ouest, comme en Afrique centrale, chaque fois qu'il est entré en contact, de près ou de loin avec la population, sont des visages éclairés, sympathiques qu'il a reçus. Non pas des visages manipulés, non pas des visages stipendiés, des gens à qui on aurait donné 2 ou 3 billets de banque pour répéter quelque chose. Ça ne se passe pas comme ça. Quand les officiels russes viennent en Afrique, les Africains veulent leur montrer qu'ils ont bien compris qu'ils ont une attitude différente envers nous en Afrique. Donc, la question de l'accueil. Il y a un deuxième point que la visite de M. Lavrov a marqué de manière très claire. C'est que la Russie s'efforce de développer avec chaque pays africain avec lequel elle est en relation des projets concrets. Elle s'efforce de parler peu et de faire beaucoup. Parler par les œuvres. Au Mali, on est en train d'aider le pays à sortir de l'aliénation énergétique par la construction de 3 centrales solaires. Au Burkina Faso, on est en train d'aider le pays à acquérir l'autonomie en matière de traitement de son métal précieux, l'or. De la même façon, on est en train d'aider le pays à développer et à lancer les projets d'autonomie énergétique, y compris le projet nucléaire. Les autorités nigériennes, dans les travaux qu'elles tiennent avec les délégations russes, travaillent essentiellement sur des projets. Des projets dans le domaine de l'énergie, des projets dans le domaine de la sécurité, des projets dans le domaine de la coopération technique, la coopération scientifique, la coopération technologique. Donc je voudrais saluer la deuxième caractéristique de ces visites, ce sont des visites sur projet. Ils parlent de ce qu'ils doivent faire. Et ils ne parlent que de ce qu'ils doivent faire. C'est une deuxième qualité de cette coopération. Troisième élément important. Contrairement aux apparences, je n'ai pas entendu le ministre russe faire chantage aux Africains de la multiplicité de leur coopération bilatérale. Bref, du caractère multilatéral de leur coopération diplomatique. Je veux dire que quand un officiel russe va au Mali, au Niger, au Burkina, quand il va en Centrafrique, ou quand il va au Congo, ou quand il va au Tchad, il ne va pas là-bas pour tenter de dire aux Africains, il faut chasser la France, il faut chasser les États-Unis, il faut chasser la Grande-Bretagne. Ce n'est pas pour cela qu'il y va. J'ai cherché et je n'ai trouvé aucun témoignage d'une telle injonction. Ce qui est le signe qu'ils ont bien compris, les officiels russes, qu'il ne faut surtout pas dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Les Africains ne sont pas demandeurs d'instruction. Les Africains ne sont pas demandeurs d'orientation, ils ne sont pas demandeurs de cap, ils ne sont pas demandeurs d'ordre. Ils sont demandeurs de partenaires respectueux. Les Africains sont demandeurs de partenaires respectueux. J'ai épluché la presse malienne, épluché la presse burkinabé,
la presse nigérienne, la presse congolaise, la presse tchadienne, pour trouver le ministre Lavrov ou un officiel russe en posture de condescendance, tentant de définir ce que les Africains doivent penser, ce qu'ils doivent faire. Je n'ai pas trouvé un seul extrait. Et je vous mets au défi d'en trouver un seul. Je vous mets au défi d'en trouver un seul. C'est-à-dire qu'en fait, au départ de Moscou, ils se sont donné une ligne de conduite. Tout faire pour ne pas ressembler aux néocolons occidentaux. Tout faire pour ne pas rentrer dans le portrait robot des donneurs de leçons, des tons grands seigneurs, des attitudes condescendantes et de la volonté cupide d'être les seuls à gagner. Quatrième caractéristique de la visite de M. Lavrov. La Russie ne vient pas en Afrique pour la beauté des yeux des Africains. Elle ne vient pas pour la beauté de l'Afrique. Elle ne vient pas pour contempler l'Afrique. Et j'aime cela. Je ne veux pas être de ceux qui vont encourager les Africains à être flattés, à l'idée qu'on les aime. On les aime tellement. Non. La quatrième leçon qu'il faut tirer, c'est que la Russie vient en Afrique parce que la souveraineté africaine est un élément essentiel de la souveraineté russe. Je recommence. C'est quelque chose, c'est une idée très subtile qu'il faut maîtriser sur le plan géopolitique. Les Russes ont compris que l'Afrique étant le continent le plus riche en matières premières, si ce continent reste sous le contrôle de l'Occident, les richesses africaines serviront à les écraser en Eurasie. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans son grand livre par le géopoliticien et diplomate de renom américain Zbigniew Brzezinski. Je vous invite à lire son livre intitulé Le Grand Échiquier. Brzezinski dit que pour les États-Unis, d'ailleurs comme pour la Russie ou pour la Chine, le contrôle du Sud global est une condition pour la victoire sur le front eurasiatique. Il y a un grand duel sur le continent eurasiatique, le duel entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, pour utiliser les termes de l'ancienne guerre froide. Mais chacun de ces blocs a besoin d'un appui en ressources, d'un appui en soutien démographique, d'un appui en relations diplomatiques, d'un appui en lobbying international. Donc, l'Afrique est pour eux un enjeu essentiel. Car en fait, si l'un de ces blocs venait à contrôler l'Afrique, il aurait la puissance nécessaire pour écraser l'autre. Seulement, la Russie ne part pas dans l'idée de vouloir contrôler l'Afrique, mais d'être partenaire d'une Afrique souveraine. D'être partenaire d'une Afrique souveraine. Et c'est là qu'elle fait une différence avec l'Occident. Elle veut être partenaire d'une Afrique souveraine parce que le partenariat engendre une solidarité géopolitique plus durable que la domination, l'hégémonie. Le modèle hégémonique est un modèle qui n'est pas durable. Voilà pourquoi les Africains sont révoltés contre les Occidentaux. Les gens parlent de sentiments anti-français, etc. Mais c'est basé simplement sur des faits. Vous ne pouvez pas voir commercialiser des êtres humains pendant 300 ans. Ensuite, vous les barbarisez, vous les terrorisez par les crimes coloniaux, les crimes de guerre. À peine ils s'en relèvent, vous installez un système néocolonial, vous les massacrez, vous les déportez, vous les pillez, vous les maintenez sous contrôle militaire, sous contrôle monétaire. À un moment donné, il va y avoir une réaction, une réplique, une résistance. Les Russes ont compris qu'il ne faut pas commencer une telle relation avec les Africains. Parce que cela signifie qu'il faudrait une révolution africaine anti-russe. Comme aujourd'hui, on a une révolution anticolonialiste, anti-néocolonialiste et anti-impérialiste, le panafricanisme du XXIe siècle africain. Donc, c'est sur la base d'une vision théorique intellectuelle extrêmement pertinente qu'ils choisissent le modèle de la coopération multipolaire. La coopération multipolaire. Ça veut dire quoi? La Russie, c'est un État-continent. La Russie n'a pas besoin de nous occuper et de nous dominer. Mais la Russie a besoin que nous constituions des entités politiques assez fortes et que nous soyons ses amis en Afrique. De telle façon qu'elle sache qu'elle peut compter sur nous pour empêcher l'Occident de l'écraser, elle. Pour empêcher quelque puissance que ce soit de l'écraser en s'appuyant sur nos ressources. Donc c'est pour se protéger que la Russie veut renforcer les capacités africaines. Elle a doublement compris qu'il vaut mieux que l'Afrique soit souveraine pour que l'amitié avec l'Afrique soit une amitié durable. Car il n'y a d'amitié qu'entre égaux. Mais de l'autre côté, elle a bien compris qu'il ne faut surtout pas laisser l'Occident dominer l'Afrique. Parce que le jour où l'Occident contrôle complètement l'Afrique,
les ressources africaines serviront à écraser la Russie. Voilà ce que j'appelle les Africains à apprécier. Les Russes sont là sur la base d'un calcul rationnel, d'un raisonnement logique, d'un raisonnement moral et politique, et bien sûr d'un raisonnement idéologique, puisqu'ils sont liés aux luttes anticolonialistes et anti-impérialistes africaines du XXe siècle. Eh bien, ils s'appuient sur cet inconscient positif, cette mémoire positive de lutte commune, de résistance commune. Ils s'appuient là-dessus pour construire, eh bien, leurs intérêts. La Russie vient en Afrique pour ses intérêts à elle, mais des intérêts bien compris, car il y a deux manières de comprendre les intérêts. La manière hégémonique et la manière partenariale. Les Russes s'efforcent de développer une compréhension partenariale de leurs intérêts vitaux. Alors que les hégémonistes occidentaux sont restés dans la logique de nous écraser, nous dominer, nous imposer en permanence leur monnaie, nous imposer leurs théories, leurs idéologies, nous imposer leurs bases militaires, tout nous imposer. Voilà les raisons pour lesquelles j'estime que la dernière tournée de M. Lavrov en Afrique est un succès. Car en fait, c'est dans la modestie que la grandeur, c'est dans l'humilité que la grandeur, sous sa forme morale, s'affirme. L'attitude de la puissance russe en Afrique est celle d'une grande puissance qui sait faire preuve d'humilité. Et si l'Amérique, si la France, si la Grande-Bretagne, la Belgique, tous ces pays occidentaux qui ont une longue histoire coloniale, faisaient un travail sur elles-mêmes et s'efforçaient d'entrer avec toutes les parties du monde dans une logique partenariale, nous aurions un monde formidable. Malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur leur bonne volonté. L'Afrique doit lutter. L'Afrique doit lutter et se faire respecter. Car les bons sentiments n'ont jamais suffi à sauver un peuple menacé. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.